Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Tout de suite les titres. À la une, coup d'envoi de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques à Alger. Le chef de la diplomatie algérienne a reçu ce lundi ses homologues togolais, tchadiens, tanzaniens et tunisiens. Le ministre algérien de l'Intérieur a reçu son homologue libyen. De nombreuses questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la lutte contre les stupéfiants et l'émigration clandestine. Et puis, crise au Soudan, 6 mois après son début, elle est de plus en plus oubliée. Le pays est plongé dans l'un des pires cauchemars de l'ère moderne, selon l'ONU. Enfin, Coupe du monde de rugby, l'Afrique du Sud renverse la France et rejoint le dernier carré. Les Springboks remportent le match du siècle au Stade de France. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi au siège du ministère son homologue togolais, Robert Ducé, arrivé en Algérie pour participer à la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Outre les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays en intensifiant les efforts pour enrichir le cadre juridique de la coopération bilatérale, les entretiens ont également porté sur les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne, notamment l'évolution de la crise au Niger et au Mali et les efforts déployés pour faire prévaloir le dialogue en privilégiant les solutions pacifiques garantissant la sécurité et la stabilité dans ces deux pays et dans toute la région. Nous sommes ici dans le cadre de la réunion ministérielle des pays nordiques et pays africains. Donc nous voulons ici féliciter et remercier le président de la République algérienne, féliciter notre ami et cher aîné le ministre de nous avoir invités et d'accueillir cette rencontre ministérielle ici avec nos collègues des pays du Nord. Nous pensons que le rôle indispensable et important que joue l'Algérie sur le plan africain et également avec certains des pays occidentaux est un rôle essentiel et nous venons soutenir cette position de l'Algérie et travailler ensemble avec vous. Ahmed Attaf a par ailleurs reçu le ministre des Affaires étrangères tchadien Mohamed Salah Nadif, toujours dans le cadre de sa participation à la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. À cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer les relations entre l'Algérie et le Tchad, notamment à la faveur de l'organisation de la prochaine session de la commission mixte de coopération début 2024 et à travers l'intensification des contacts entre les opérateurs économiques des deux pays pour saisir les opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. ZLECAF, écoutez. Aujourd'hui en Afrique, l'un des plus grands défis, c'est la question de la paix, de la stabilité. Et tout le monde n'ignore pas ce qui se passe au niveau de notre continent. Et nous sommes donc ici en Algérie pour cette 20e rencontre entre les pays africains et les pays nordiques, que nous allons commencer demain. Mais entre-temps, on a profité pour se retrouver avec mon frère et collègue Attaf ici, pour d'abord parler un peu de ce que nous allons faire demain, mais également parler sur le plan bilatéral, comment faire pour réactiver les relations entre le Tchad et l'Algérie. Et nous sommes convenus sur un certain nombre de choses, notamment la tenue prochaine de la commission mixte entre l'Algérie et le Tchad. Le ministre algérien des Affaires étrangères a, dans le même sillage, reçu ses homologues tanzaniens Bernard Membe et tunisien Nabil Ammar, arrivés en Algérie dans le cadre aussi de leur participation à la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Et
On reste en Algérie où le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, s'est entretenu ce lundi avec son homologue libyen, Imad Tarabolsi, en visite de travail à Alger. À cette occasion, de nombreuses questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé. Écoutons Brahim Red. Nous avons une seule histoire, un destin commun. De nombreuses questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment la lutte contre les stupéfiants et l'immigration clandestine. Les accords existants entre les deux pays, nous allons essayer de les réactualiser en vue de les améliorer. Donc nous allons défendre les intérêts de nos deux pays à travers des stratégies communes. Et pour lutter efficacement contre le narcotrafic et les crimes transfrontaliers, les deux gouvernements ont adopté un plan d'action sécuritaire commun en attendant sa mise en application ultérieurement. Dans le volet sécuritaire, nous avons évoqué les problèmes auxquels sont confrontés les deux gouvernements algériens et libyens, notamment le narcotrafic dont souffrent les deux pays et que nous considérons comme étant un grand problème. Nous avons à cet effet adopté un plan d'action sécuritaire commun que nous espérons mettre en œuvre prochainement en utilisant des expériences purement algériennes et libyennes sans aucune interaction d'acteurs internationaux. L'action va s'opérer à travers le ministère de l'Intérieur algérien et libyen et avec la participation des ministères de la Défense des deux pays afin de sécuriser les deux frontières. Imad Tarabolsi a d'ailleurs exprimé la reconnaissance de son pays pour la solidarité de l'Algérie sous la conduite du président algérien Abdelmajid Tebboune et son soutien au peuple libyen lors des dernières inondations qui ont ravagé la ville de Derna et ses environs. Nous saluons la position algérienne par rapport aux ponts aériens de solidarité ordonnés par le président de la République Abdelmajid Tebboune et son soutien au peuple libyen. Et nous remercions tous les Algériens et tous les éléments de la protection civile qui se sont aventurés pour sauver et venir en aide les familles sinistrées. Le peuple algérien est connu pour ses actions humanitaires. Je vous le disais tout à l'heure en titre, plus de 9000 morts, des millions de déplacés et une économie à genoux. Le Soudan entre dans son 6e mois de guerre. Le conflit qui oppose l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces du général Hemeti plonge le pays dans l'un des pires cauchemars humanitaires de l'histoire moderne. Mohamed Wali Ben Chaban. Un pays coupé en deux, où le quotidien pour ses habitants reste très difficile. Le Soudan entame son 6e mois de conflit. La tragédie humanitaire est toujours intense. Les chiffres alarmants de cette guerre continuent de s'alourdir, avec plus de 9000 vies perdues, des millions de personnes déplacées et une économie gravement effondrée. La guerre continue sans pitié. Nous nous réveillons chaque jour en espérant qu'une solution, un accord ou un cessez-le-feu sera trouvé. Malheureusement, cet espoir s'estompe de jour en jour. Nous vivons sans âme. Nous avons perdu nos maisons et nos enfants. Nous avons perdu le pays lui-même. Je suis un peu vieux et c'est la première fois que j'assiste à une telle destruction et à une telle famine. Depuis le déclenchement du conflit, la situation humanitaire au Soudan n'a cessé de se détériorer. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu beaucoup de choses au cours des 6 derniers mois. Cela n'aurait pas dû arriver. Je ne suis plus avec ma famille. Ils ne sont pas avec moi. Ce n'est pas cet avenir que j'avais prévu. En 6 mois, le Soudan est devenu le théâtre d'un cauchemar humanitaire qui secoue la conscience du monde, au point que les Nations Unies qualifient le conflit en cours comme l'un des pires cauchemars de l'histoire moderne. Le pays entre dans son 6e mois de guerre, la situation ne fait qu'empirer, livrant des millions de vies à la misère et au désespoir.
Dans le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait adopter ce lundi une déclaration présidentielle sur la République démocratique du Congo, notamment sur le travail de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Le projet de déclaration présidentielle couvre 4 questions principales. La mise en œuvre du plan de transition de la MONUSCO, les efforts régionaux en cours pour faire face à la situation dans l'est de la RDC, les groupes armés ainsi que les prochaines élections du pays prévues en décembre. En RDC toujours, 7 membres d'une famille sont morts calcinés dans la nuit de samedi à dimanche dans un incendie criminel à Goma, dans l'est du pays. L'incendie s'est déclaré vers 23h dans le quartier de Katoyi. Selon les témoignages des voisins qui ont affirmé être venus après des cris de détresse lancés par les occupants de la maison en feu, l'habitation a été fermée à clé de l'extérieur alors que le père, la mère et les enfants s'y trouvaient. Les intempéries continuent de faire des victimes. Au moins 4 enfants ont été tués et 15 autres blessés dans l'effondrement dimanche d'une église dans le sud du Burundi à la suite de pluies diluviennes. Les équipes de sauvetage continuent de déblayer les décombres à la recherche de nouveaux corps. Au Cameroun, la crise s'amplifie et s'élargit dans le secteur de l'éducation. Après la primaire et le secondaire, l'enseignement supérieur est à son tour touché par les revendications des enseignants. Le principal syndicat des enseignants des universités d'État a annoncé dès ce lundi une grève à durée indéterminée. Cette mobilisation tourne autour de l'amélioration de leurs conditions de travail. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a mis en garde les protagonistes des récentes élections au Libéria contre toute proclamation prématurée de victoire. La CEDEAO a prévenu qu'elle sévirait contre les instigateurs de violence. Pour rappel, les Libériens ont voté le 10 octobre pour choisir le successeur de leur président George Weah, favori pour sa réélection, ainsi que leur nouveau parlement. Coupe du monde de rugby, l'Afrique du Sud a éliminé la France par la plus petite des marges, 29-28. Après un choc d'anthologie en quart de finale au Stade de France, les Springboks, champions du monde en titre, rejoignent à nouveau les demi-finales et affrontent l'Angleterre le 21 octobre prochain. Faisal Salah. Les Sud-Africains ont brisé le rêve des Français dimanche soir lors du quart de finale historique du mondial de rugby. Les Springboks ont fêté à un Stade de France en effervescence, en présence de 80 000 supporters. Les champions du monde en titre ont remporté la bataille face à la France pays hôte 29-28. Un match intense, stratégique et tactique où le vainqueur, l'Afrique du Sud, avait besoin de courage et de la force mentale. Les hommes de Fabien Galtier ont pourtant dominé leur adversaire dès la 4e minute. Quand le Toulousain Cyril Baye a marqué les premiers points du match, les Sud-Africains n'ont pas tardé à répondre. Kurt Lee Arendts marque pour les Springboks. Les Français menaient 22-19 à la mi-temps, mais finalement les coéquipiers de Dupont ont craqué face au coaching gagnant de Jack Nibert face à la solidité et l'intensité mise par les Boks. Résultat final 29-28. Nous avons procédé à énormément de changements techniques, surtout lorsque nous étions en infériorité numérique. Vous savez, vous n'abandonnez pas tant qu'ils n'ont pas passé la ligne d'essai. Nous avons évidemment bien analysé leur match et nous avons vu à quel point les arrières étaient solides. Nous avons travaillé ensemble en équipe pour éviter de rentrer chez nous. Il ne faut jamais abandonner tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. On était conscient qu'on était en train de réaliser quelque chose d'historique. C'est spécial ce que notre équipe a réalisé aujourd'hui. L'Afrique du Sud affrontera l'Angleterre en demi-finale le 21 octobre au Stade de France. Une rencontre entre les deux finalistes de la dernière édition au Japon. Les Sud-Africains sont désormais en tête du classement mondial. L'objectif est clair, remporter le titre pour la seconde fois consécutive.
Allez, avant de se quitter, direction le Kenya pour parler mode. Surplombant les toits de tôle rouillée du bidonville de Kibera, les collections de la Kibera Fashion Week s'enchaînent sous le regard de quelques centaines de spectateurs habitant le quartier ou venus d'autres parties de la ville. Vêtements colorés et looks parfois futuristes. Pendant plusieurs heures, ces mannequins ont défilé à 3 mètres de hauteur. Le créateur de l'événement, David Ochieng, alias Savido, explique sa démarche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Al24 News. À demain.